Mercredi 17 mars 2004 à Roubaix dans le Nord. La soirée est plutôt paisible lorsque Brigitte Dutoit, 47 ans, pousse la porte du commissariat. Vers 22 h, pour signaler la disparition de son fils et signaler qu'une personne avait été témoin des faits. Mademoiselle Flamancourt, elle avait entendu des cris à l'extérieur de son domicile. Se penchant à la fenêtre, elle a vu que le jeune homme se faisait embarquer dans une voiture. La voisine n'a aucun doute sur le caractère anormal de la scène qui se déroule sous ses fenêtres. Le témoin entend donc d'abord Sullivan crier c'est pas moi, c'est pas moi. Et un des trois protagonistes dit allez, on le monte, on le charge dans la voiture et monte au volant. Et ils partent tous les trois avec Sullivan qui l'ont fait monter de force à l'arrière du véhicule. Bouleversée par cette scène d'une violence inouïe, la voisine part immédiatement prévenir la mère de Sullivan. Elle lui raconte effectivement la scène qu'elle a vue, le véhicule, le nombre de personnes, et ce qui lui fait penser que c'est un enlèvement, la façon dont Sullivan a été rentré de force dans le véhicule. Cette femme donne alors de précieux indices à la mère de famille. Ce témoin a été effectivement attentif et a pu donner à Madame Dutoit des éléments d'identification du véhicule, une partie de la plaque d'immatriculation, la couleur, le modèle. Alors, selon la voisine, Sullivan a été enlevé dans une Renault Laguna, immatriculée 668, 3 lettres, 59. Ce qui au moins donne une indication déjà sur le secteur d'où provient la voiture. Madame Dutoit, elle ne connaît pas la voiture, elle ne sait pas qui la pilote. Et bien évidemment, c'est la panique. Ce petit dernier est la prunelle de ses yeux, un tout petit est comme le dernier bébé. L'histoire que raconte Madame Dutoit aux policiers, elle est vraiment très inquiétante. C'est quand même un enfant enlevé en pleine rue. Donc aussitôt, des vérifications sont faites et le signalement de Sullivan est largement diffusé à tous les policiers. C'est banal et classique de faire ce type de vérification. Il y a des appels qui sont faits aux douanes pour vérifier les passages de frontières. Il y a des appels qui sont faits dans les différents hôpitaux. Donc c'est un schéma tout à fait classique et banal d'abord de vérifier ce qui peut être facilement vérifiable. En proie à l'angoisse, la mère de Sullivan refuse d'attendre sans rien faire et parcourt le quartier de Beaulieu, à Wattrelos, à la recherche de son fils. C'est un ensemble urbain construit dans les années 60. Globalement, c'est 2000 logements, il y a 7000 habitants. C'est un peu à l'écart du centre-ville, c'est un peu une ville dans la ville, Beaulieu. Elle essaye de refaire l'itinéraire de Sullivan pour essayer de tracer le chemin, de comprendre d'où il venait, avec qui il aurait pu être, ce qui aurait pu se passer entre-temps, etc. Donc voilà, c'est la panique totale et elle appelle tous ses enfants. Oui. Toute la nuit, la famille de Sullivan va le rechercher, qui à moto, qui en voiture, qui à pied. Ils vont véritablement quadriller le quartier sans succès. En fait, ils vont avoir le sentiment que même leur déplacement au commissariat n'a pas servi à grand-chose. En réalité, qu'on ne les a pas pris vraiment au sérieux, et donc ils vont rester effectivement toute la nuit à chercher partout et à mener leur propre enquête. Alors que l'adolescent n'a toujours donné aucun signe de vie durant la nuit, le lendemain matin, lorsqu'il arrive au commissariat, le capitaine Fernand Legros prend ses faits avec gravité. Je suis arrivé le matin, comme d'habitude on passe au service du car pour voir les événements de la nuit. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait eu un enlèvement d'un enfant et qui était toujours recherché. On est au courant de cette disparition qui est signalée la veille, avec des éléments qui mettent en évidence un enlèvement. Et l'enquête commence là, vraiment. De ce fait, on s'auto-saisit de l'affaire. En fonction des éléments fournis par le service du car, on recommence toutes les investigations. Les policiers le savent, le temps leur est compté, car les premières heures d'une enquête sont toujours décisives. Pour les enquêteurs roubaisiens, le compte à rebours est lancé. Jeudi 18 mars 2004, jour 1, première heure d'enquête. Il est 7 h du matin. Pour les policiers, l'urgence est d'entendre les proches de Sullivan. Qui est-il? Qui fréquente-t-il? Quels pourraient être ses ennemis? Sullivan, il a 16 ans et demi, il est au lycée, il prépare une formation pour être mécanicien. Et le reste du temps, comme certains jeunes des quartiers, il traîne dans le quartier de la ZUP de Beaulieu
avec des copains, enfin voilà. On est proche de Roubaix, c'est un coin modeste, mais c'est un coin qui ne fait pas spécialement parler de lui. C'est une famille où effectivement la maman a eu différents enfants de plusieurs papas, mais tout le monde cohabite, tout le monde s'entend pour le mieux. Le papa de la victime a des gros soucis de santé, il est décédé peu de temps effectivement avant d'une maladie qui l'a accompagné pendant des années. Sullivan est le plus petit, c'est le dernier d'une fratrie, c'est un peu le dernier gâté, c'est celui finalement dont on prend soin au décès de son père, qu'on essaye de surprotéger, notamment en raison de la perte d'un père. Donc Sullivan est un garçon sans histoire. En parallèle de ces auditions, des investigations sont lancées pour remonter jusqu'au propriétaire de la voiture, grâce aux informations fournies par la voisine. C'était un véhicule Laguna, Renault Laguna. Il n'y avait pas de la fin d'immatriculation, mais à l'époque, c'était les anciennes plaques, avec le département qui terminait la plaque. Donc forcément, on partait a priori sur département 59. Et ça donne une identification. Ce numéro identifié appartenait à une personne à Houpla-en-Coine, donc c'est à proximité de Wattignies. Donc le service du car avait demandé à Wattignies d'aller voir sur place ce qui se passait. C'était une Renault Mégane appartenant à des personnes retraitées. Donc apparemment c'était une fausse piste. De rapides vérifications sont faites, mais qui ne donnent rien. Manifestement, ce couple de paisibles retraités n'a rien à voir avec l'enlèvement de Sullivan. Il faut donc maintenant que les policiers retrouvent la bonne plaque d'immatriculation. Malgré cette première déconvenue, les policiers roubaisiens ne lâchent rien. Ils ne le savent pas encore, mais l'enquête va brusquement s'accélérer. Jour 1, deuxième heure d'enquête. Alors que les auditions des proches se poursuivent, les enquêteurs récoltent une information qui pourrait bien bouleverser les investigations. L'un des grands frères de Sullivan, Amar, serait en conflit ouvert avec un homme du quartier de Beaulieu. C'est une personnalité de la cité, c'est pas quelqu'un de facile, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire, donc c'est forcément quelqu'un qui a une personnalité qui compte. C'est tout sauf un caïd, c'est un garçon qui n'entend rien ni personne, c'est un garçon qui n'en fait qu'à sa tête, c'est un garçon qui effectivement provoque les filles, embête les gens, mais qui n'est pas un caïd au sens argent, mafia, trafic, c'est juste effectivement un électron totalement libre. Et donc les policiers apprennent qu'une bagarre s'est déclenchée au pied d'un immeuble de la ZUP. D'un côté Amar, le frère de Sullivan, et de l'autre cet homme qui s'appelle donc Frédéric Bister. Il y a des histoires entre eux, il y a des histoires de filles, il y a des histoires de quartier, il y a des histoires effectivement de fratrie qui se disputent, voilà. Et de mémoire, Frédéric Bister était venu demander des explications à Amar sur un de ces incidents-là et ça avait dégénéré. Maintenant, ça aurait pu être aussi dans l'autre sens, sauf qu'effectivement, Amar était tellement nerveux et tellement effectivement surexcité qu'il avait pris le dessus ce jour-là. Brigitte Dutoit fait partie des personnes entendues. La mère du porté disparu explique que Sullivan soutient son frère dans le conflit avec Frédéric Bister, dont elle connaît bien la famille. En fait, le père de Sullivan a été très malade pendant des années et c'est Françoise, la belle-mère de Frédéric Bister, qui est ambulancière et qui assurait ses transports réguliers. Elle est venue régulièrement à la maison emmener le papa vers des soins, vers des dialyses, vers des examens médicaux. Donc elle connaît la souffrance aussi de cette famille et tout ce qu'elle traverse avec le décès de ce papa malade. Mais depuis plusieurs mois, les deux familles seraient en guerre. Tout partirait d'un vol de téléphone portable qui aurait été perpétré par Sullivan. Sullivan a toujours nié ce vol de téléphone. S'ensuit diverses intimidations, c'est des menaces verbales. Il y a eu apparemment des dégradations, des pneus crevés, des rétroviseurs cassés, des coups de pied dans des portes. Enfin voilà, pendant plusieurs mois, il y a des incidents comme ça. Il y a des vieilles histoires de quartier, de ressassés, il y a des vieilles histoires d'école, il y a des histoires aussi de jalousie, parce que on a l'impression que chez les Bormann, on vit beaucoup mieux. Il y a réellement une jalousie sociale. L'enlèvement de Sullivan pourrait-il alors être lié à ces conflits? L'identification du véhicule aperçu par la voisine pourrait bien permettre de répondre à cette question.
Cette plaque d'immatriculation, elle est vraiment cruciale pour l'enquête puisqu'elle peut fournir l'identité des ravisseurs de Sullivan. Donc les policiers continuent de chercher quelle peut être la bonne plaque d'immatriculation aperçue par la voisine. Ils s'imaginent qu'elle a pu se tromper en notant les chiffres et les numéros. Donc ils essayent toutes les combinaisons possibles avec les chiffres qu'elle leur a fournis. Et donc on refait la recherche et en tapant par inadvertance un nouveau numéro qui est le 688 et puis non 668, là on tombe sur un propriétaire qui demeure sur la ville de Wattrelos. Et là qui est beaucoup plus cohérent avec les faits puisque l'enlèvement se produit à Wattrelos. L'identification de ce véhicule est donc Alexandre Bister. Alexandre Bister qui n'est autre que le frère de Frédéric Bister. Donc là c'est très intéressant pour les enquêteurs. La famille de Sullivan a un différend avec Frédéric Bister et c'est dans la voiture de son frère que Sullivan aurait été enlevé. Face à tant d'indices, les enquêteurs convoquent Alexandre Bister pour l'entendre au plus vite. Jour 1, 3e heure d'enquête. Il est 9h quand Alexandre Bister se présente au commissariat de Roubaix, sans se douter de ce qui va lui arriver. Alexandre Bister, oui, il s'est présenté suite à nos sollicitations. Et donc il est placé en garde à vue immédiatement. D'emblée, les enquêteurs remarquent que cet homme de 27 ans, plombier de profession, semble fébrile. Lui vient au fait assez facilement, même si c'est toujours un peu nébuleux. Mais il finit par reconnaître l'enlèvement. Donc Alexandre, il se met à table tout de suite. Et il nous donne tout le déroulement des faits. En gros, ce qu'Alexandre Bister avoue, c'est d'avoir enlevé Sullivan avec son frère Frédéric et sa belle-sœur Marjorie. Et c'est la sœur de Marjorie, Valérie, qui vit également dans le quartier de Beaulieu, qui aurait été à l'origine d'un conflit entre Sullivan et les frères Bister. Les faits se seraient déroulés la veille, en fin d'après-midi. Sullivan voit Valérie à son balcon et lui demande un briquet qu'elle n'a pas, donc elle refuse. Sullivan monte au premier étage et tambourine très fort à la porte de l'appartement. Effrayée, Valérie ne supporte pas de rester plus longtemps dans son appartement et appelle sa sœur pour qu'elle lui vienne en aide. Sullivan s'était présenté déjà la veille en tapant dans sa porte. Pris de panique, elle veut quitter son appartement. Donc elle demande à sa sœur de venir l'aider pour déménager. Elle a extrêmement peur. Ça fait des semaines que les tensions durent et là, pour elle, c'est un moment de trop. C'est une fille qui est gentille, qui a une vie sereine, qui n'est pas taillée pour ce type de difficultés et véritablement, elle est en détresse ce jour-là. Aidée de sa sœur et des frères Bister, Valérie prépare son déménagement à la va-vite. Selon Alexandre Bister, c'est aux alentours de 20h que la situation dégénère subitement. Les deux frères se sont penchés à la fenêtre dans la discussion et ils ont vu Sullivan qui était en bas. Alors ils ont dit, il est là, on y va. Leur sentiment premier, c'est d'attraper Sullivan pour lui donner une correction. Ils veulent le voir, ils descendent, ils reprennent leur voiture, ils tournent un peu, ils le suivent, et à un moment où ils se retrouvent seuls, ils vont vers lui. Il s'arrête à son niveau, il le frappe dans la rue, il le force à monter dans le véhicule, et il l'embarque et il l'emmène. La voiture part en trombe et disparaît, en fait, à ce moment-là. Des témoins assistent à la scène. Après ce début d'aveu, Alexandre Bister se mure dans le silence. Les policiers roubaisiens n'ont donc pas d'autre choix que d'organiser un véritable coup de filet dans la famille Bister pour tenter d'obtenir des réponses. Avec un seul espoir, celui de retrouver Sullivan sain et sauf. Jour 1, 7e heure d'enquête. C'est presque la famille Bister au complet qui est maintenant au commissariat. Alexandre, qui a avoué le rapt de l'adolescent, est toujours en garde à vue. Il ne le sait pas encore, mais dans les pièces voisines sont arrivés sa femme ainsi que son frère Frédéric avec son épouse Marjorie. Par ailleurs, Valérie, celle chez qui tout a commencé, est également convoquée. Les membres de la famille, ils sont placés en garde à vue au commissariat central de Roubaix. Les enquêteurs ne laissent rien au hasard, puisqu'ils placent également en garde à vue Françoise Bormann, la mère de Valérie et Marjorie. Celle qui est tout de suite entendue, parce qu'elle fait finalement un peu le lien entre tous ces gens et la famille de Sullivan, c'est la belle-mère ambulancière, c'est Françoise Bormann. Quelqu'un qui a eu comme maître mot le travail tout au long de sa vie, qui a commencé, elle travaillait pour l'usine Fildar, elle était simple ouvrière, puis elle est rentrée dans le milieu ambulancier quelques années après, et au bout de 10 ans, elle a fini par créer sa propre société d'ambulance, et elle était patronne d'une petite entreprise d'ambulance au moment des faits. Alors Françoise Bormann, elle ne dit rien,
En revanche, la femme d'Alexandre Bister explique qu'il est rentré en plein milieu de la nuit lui disant qu'il avait fait une bêtise. Une très grosse bêtise même, puisqu'il avoue à sa femme avoir enlevé Sullivan avec son frère Frédéric et sa belle-sœur. Il dit qu'il avait tabassé le jeune homme, qu'il l'avait fait monter de force, qu'il y avait des taches de sang sur une petite couverture. Les enquêteurs ont désormais en leur possession une information de taille. Une information qu'ils ne vont pas hésiter à divulguer aux autres suspects. Jeudi 18 mars 2004, jour 1, 9e heure d'enquête. Alors que Sullivan a été enlevé il y a un peu moins de 24 heures, les suspects sont confrontés aux informations récoltées. Et rapidement, certaines langues se délient sur les circonstances de l'enlèvement de l'adolescent. Tout à coup, face aux enquêteurs, certains ont tendance à moins nier les faits. Et tout le monde explique que c'est l'attitude détestable de Sullivan qui les a conduits à cette extrémité. Là, il faut comprendre qu'ils sont sous le coup d'une émotion qui est partagée. On est dans un état de drame, de psychose, et je pense que les choses se font au fur et à mesure qu'elles arrivent. Il voit Sullivan, il l'attrape, et là il commence un peu à le frapper, il lui met la tête sur le capot, puis il rentre dans la voiture. En arrêtant Françoise Bormann, l'intuition des enquêteurs était donc la bonne. Les auditions vont révéler que c'est chez elle, à quelques kilomètres du quartier de Beaulieu, que les trois individus vont se rendre pour continuer de s'en prendre à Sullivan. Ils vont le promener, voilà, jusque chez Françoise Bormann. Ils veulent le houspiller, ils veulent un peu le taper, ils veulent lui faire comprendre. Mais c'est quelque chose qui se fait sur le moment. C'est leur sentiment d'injustice et de haine de la situation qui s'exprime au fur et à mesure qu'ils font les choses. Sullivan vient d'arriver dans la maison de Françoise Bormann. Au fond de cette impasse, dans une petite maison qu'on appelle chez nous des maisons de courée, c'est-à-dire ce sont des petites allées qui desservent plusieurs maisons, des voies souvent privées, sans que ce soit révélateur d'un quelconque luxe, mais une petite voie qui amène à 5 ou 6 maisons, et c'est une petite maison de plein pied. Et contre toute attente, l'ambulancière qui connaît bien l'adolescent et sa famille ne semble pas étonnée par ce qui se passe sous ses yeux. Madame Bormann, quand ils arrivent avec cet adolescent sous le bras, ne leur dit pas « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Arrêtez vos bêtises, arrêtez vos âneries, laissez repartir ce gamin, enfin on va le soigner ». Au contraire, il y a un comité d'accueil, c'est-à-dire qu'ils ont décidé effectivement là que c'était l'occasion de se défouler de toutes les tensions qu'il pouvait y avoir. Et c'est là où va commencer le calvaire de Sullivan, qui va être violenté à maintes reprises par les différentes personnes qui seront présentes. Les premières étant Frédéric Bister, son frère Alexandre, Marjorie, la compagne de Frédéric, et Madame Bormann également. Il est jeté dans le jardin, il est violenté, il est roué de coups, il est ventre à terre dans le jardin. Parmi tous les suspects entendus, l'un d'entre eux semble avoir joué un rôle majeur dans l'enlèvement de l'adolescent, Frédéric Bister, un homme qui finit par craquer et avouer ce qu'il a fait subir à Sullivan. Il vient tout doucement aux violences. Il finit par reconnaître effectivement que Sullivan a été séquestré. Il est très hésitant. Il a une trentaine d'années au moment des faits. C'est un peu monsieur tout le monde. Sa garde à vue, c'est nouveau aussi pour lui. Là, on sent qu'il va dire quelque chose. La scène que va décrire Frédéric Bister aux enquêteurs est absolument édifiante. Frédéric Bister s'est assis sur lui, mais surtout Sullivan se met en position fétale pour se protéger. Ce qui énerve Frédéric Bister, Frédéric Bister avait beaucoup bu ce soir-là, donc il y a aussi l'effet de l'alcool qui a joué. Et là, les uns les autres, il y a un déferlement de violence. Donc là, ça a duré un moment. Les coups de bâton, des coups de pied, des coups de poing, etc. Aucun ne se ressaisit, aucun ne se dit stop. Donc même ceux qui ne se sont pas mis dans les pires violences n'ont jamais été capables d'avoir eu une seconde d'humanité, une seconde d'intelligence. Nous sommes véritablement là sur une espèce d'effet de meute avec une intelligence proche de zéro et des QI proches de zéro. Nous sommes effectivement là avec des gens qui vont être capables de commettre ce que l'homme est capable de faire de pire, c'est-à-dire de torturer un enfant.
Alors que Frédéric Bister est toujours assis sur le dos de Sullivan, sa belle-mère vient à lui. Et là, ce que tout le monde décrit, tous les membres du clan, c'est une Françoise Bormann en pleurs, qui hurle sur Sullivan. Il faut pas s'en prendre à mes gosses, il faut pas s'en prendre à mes gosses. Elle est littéralement en rage. Et à ce moment-là, elle va tendre une laisse de chien à son gendre, à Frédéric Bister. Frédéric, également, s'est saisi de la laisse et a serré autour du cou de Sullivan. Il désigne un cordon dont Frédéric et Mme Bormann se seraient servis pour entourer la gorge de Sullivan et tirer dessus aux fins de l'étrangler et de l'asphyxier. C'est une famille qui va se défouler. Il semble ressortir des dépositions des uns et des autres. On a véritablement des gens qui sont prêts, des gens qui sont déterminés. Voilà, ça va se passer dedans, ça va se passer dehors. Véritablement, effectivement, on a des gens qui sont dans une totale hystérie, dans une violence inarrêtable. Là, on emmène son corps au fond du jardin. On le laisse agonisant dans l'abri de jardin. Bien que les faits soient particulièrement cruels, les policiers ont encore l'espoir de retrouver Sullivan en vie. On sait clairement qu'il y a eu un enlèvement. Il a subi des violences la veille au soir. Donc le but, c'est de retrouver Sullivan. Parce qu'on a encore espoir de retrouver Sullivan vivant. Il n'y a aucun élément qui permet de dire qu'il y a eu un homicide. Dans les bureaux voisins, les autres gardes à vue se poursuivent. De son côté, Sébastien Copin emmène Frédéric Bister avec lui. Il souhaite que l'homme le mène à l'endroit où il aurait laissé Sullivan agonisant. L'enquêteur le sait, chaque minute compte pour retrouver l'adolescent vivant. Jour 1, 12e heure d'enquête. À vive allure, Sébastien Copin et son équipe quittent le commissariat de Roubaix. On fait un transport là où Frédéric dit s'être débarrassé de Sullivan après l'avoir roué de coups. On procède au parcours qu'il aurait fait entre Beaulieu et l'endroit où il se serait débarrassé de Sullivan. Et il emmène nos collègues dans le secteur du Puy, à Waterloo. A priori, il est dans ce secteur-là. Mais arrivé à l'endroit désigné par Frédéric Bister, Sullivan demeure introuvable. Les policiers comprennent qu'ils ont été trompés par leur suspect. Seulement, au même instant, au commissariat de Roubaix, les autres suspects finissent par donner de nouveaux éléments. Des éléments qui vont venir réduire à néant l'espoir de retrouver l'adolescent vivant. Alors ils expliquent qu'alors que Sullivan agonisait littéralement dans le jardin, ils ont été interpellés par un brouhaha à l'extérieur de la maison. Il y a des voitures qui tournent à l'extérieur. Parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours le grand frère de Sullivan, Amar Rabia, qui est à la recherche de son frère. Et évidemment, lui, les informations qu'il a dans le quartier mettent en cause Frédéric Bister et son frère, et il cherche après eux. La famille de Sullivan tourne dans le quartier, passe et même stationne, je crois, devant le domicile de Françoise Bormann. Et là, ce qui montre même l'irrationalité dans laquelle se trouvait la famille de Françoise Bormann à ce moment-là, son premier réflexe, alors que Sullivan est dans le jardin et subit des violences, c'est d'appeler la police pour se protéger, parce que la famille de Sullivan tourne et ça lui fait peur. Pendant que Sullivan est à l'agonie dans son jardin, Françoise Bormann réussit à persuader une patrouille de police de se déplacer jusqu'à chez elle. À 21h48, une patrouille de police se présente au domicile des Bormann. Françoise Bormann leur ouvre la porte. Elle invite même les policiers à entrer, ce qu'ils ne font pas. Quand les fonctionnaires de police arrivent, il n'y a rien de constaté par les policiers avec qui elle s'entretient. Elle leur tient effectivement un discours tout à fait tranquille et tout à fait serein et rassurant. La patrouille repart à 21h55. À cette heure-là, la police n'a pas encore eu connaissance de l'enlèvement de Sullivan. La patrouille de police repart, bien loin d'imaginer qu'au fond du jardin, Sullivan est en train de mourir. Après le départ de la patrouille de police, Madame Bormann prend le pouls de Sullivan, qui ne bouge plus, il est immobile dans son jardin déjà depuis de longues minutes. Et en prenant le pouls, elle se rend compte qu'il est décédé. Face à ce récit glacial, les policiers roubaisiens sont saisis d'effroi. Ils en sont désormais certains. Malgré une enquête rapide et efficace, ils n'ont aucune chance de retrouver Sullivan vivant. Il a une affaire très marquante, c'est sordide, mais on comprend, au fur et à mesure des auditions et des témoignages, l'escalade de violence qui a eu lieu entre au moment où il se trouve dans Beaulieu et puis le moment où effectivement Sullivan émet son dernier souffle. À 18h50, les auditions des suspects sont interrompues. Mais la journée est loin d'être terminée pour les policiers, qui doivent maintenant découvrir où se trouve le corps de l'adolescent.
Jour 1, 13e heure d'enquête. Il est près de 19h quand les suspects sont réentendus. À chacun est posée la même question. Que s'est-il passé après vous être rendu compte que Sullivan était mort? Et là, commencé toute une tergiversation sur comment se débarrasser du corps. Il y a plusieurs choses qui ont été évoquées. Déjà, le remettre dans Beaulieu. Alors Frédéric parle même dans son mission de lui mettre une balle dans la tête pour faire penser à un règlement de compte. Mais l'idée ne convainc personne, alors Frédéric propose de l'enterrer dans un champ, un endroit à reculer ou même encore de le couler dans du béton. Mais personne n'a de bétonnière à disposition, donc l'idée est abandonnée. Une autre idée s'impose rapidement au clan. Jeter le corps de Sullivan à l'eau. Pour cela, Frédéric Bister se rend chez son père, qui est artisan. Il récupère une grande housse de chantier qui permettait de rentrer le corps. Il récupère au passage 6 pavés, soit l'équivalent de 62 kilos pour lester le cadavre. Pour être bien sûr que le corps ne remonte pas et surtout ne remonte pas trop vite, ils font de nombreux kilomètres pour partir effectivement loin de Waterloo. Et Frédéric Bister, comme on est dans une région frontalière, a l'idée de partir en Belgique pour jeter le corps de l'enfant dans un lac qu'ils connaissaient. Ils n'ont pas réfléchi à grand-chose d'autre. Et emmène le corps de Sullivan en Belgique, à Ath, à une 60aine de kilomètres de là. Ça se trouve entre Tournai et Lessines, dans un endroit un petit peu isolé que vraisemblablement il devait connaître. Avant de se débarrasser du corps, les bourreaux de Sullivan prennent de nombreuses précautions afin qu'aucun élément ne puisse les relier au meurtre. Ils ont retiré tous les effets personnels qui auraient pu peut-être laisser des traces d'ADN de chacun des personnes impliquées dans cet enlèvement, dans ces violences, etc. Donc on a véritablement une scène criminelle sur toute une nuit, parfaitement orchestrée, parfaitement menée. Le fait également d'emmener son corps en Belgique plutôt que dans un étang ou dans une rivière française pouvait être de nature également à ralentir des investigations si le corps était découvert. Pour eux, c'est l'énergie du désespoir. Ayant compris l'horreur de ce qu'il s'est passé la veille au soir, les policiers comprennent qu'ils n'ont plus une minute à perdre pour retrouver le corps immergé de l'adolescent. Le corps de Sullivan est dans l'eau. L'idée, c'est de le récupérer le plus vite possible avant qu'il ne soit trop détérioré. Les policiers le savent bien, l'eau peut détruire rapidement des preuves. Comme le veut la procédure, le commissariat de Tournai en Belgique est avisé de l'enquête. Les accords de Tournai qui ont été signés en 2001 et qui permettent une coopération policière entre la police française et la police belge. Et du coup, ça peut faire avancer des procédures judiciaires, des enquêtes en cours, plus facilement que sans accord. Donc la police française contacte Tournai en disant que des personnes en garde à vue en France donc, viennent d'avouer le meurtre du jeune Sullivan, 16 ans, et ont établi qu'ils avaient abandonné le corps dans une rivière belge du côté de Ath. C'est l'inspecteur Philippe Dègre qui sera chargé des investigations en Belgique. Cette mission de France qui nous oriente vers un corps qui aurait été jeté dans un cours d'eau, une rivière du côté de Ath. Évidemment, quand on a une telle information, on s'en souvient et donc on est appelé à intervenir. Jour 1, 14e heure d'enquête. Quelques minutes après avoir été avertis par les autorités françaises, les policiers belges arrivent à Ath. Très vite, ils aperçoivent un corps dans l'eau. Le corps de Sullivan, il est repêché par la police locale qui enlève le corps de l'eau parce que le corps était lesté de pavés très lourds et donc ça menaçait de s'enfoncer dans la rivière ou de perdre la trace du corps. Le corps est emballé dans un grand sac en plastique. Les collègues de la police locale donc, prendront l'initiative d'extraire le sac plastique, le corps du cours d'eau parce que voilà, le débit n'est peut-être pas très important, mais les berges sont très raides et le lit du cours d'eau est assez vaseux. Donc le sac est éventré, sans doute par le poids des pavés, puisqu'il y avait 6 pavés à la base, pour un total de 62 kilos. Donc c'est extrêmement lourd et le sac n'a pas résisté à ça. Le corps de Sullivan est ramené sur la berge. Le
Le corps, il est quasiment nu, il lui reste juste des chaussettes et un caleçon. Sullivan est en position fétale et il y a son lacet qui a permis d'attacher le sac que les policiers constatent aussi à ce moment-là. Et très vite, ce qui interpelle, c'est l'état du corps. C'est des ecchymoses partout. On sent déjà poindre une violence sans nom. On va procéder à un premier examen externe, mais on attend surtout l'arrivée du médecin légiste. Et ensuite, donc, il y a tout un travail qui s'effectue sur le corps déjà, avec un procédé qu'on appelle le taping. Donc, c'est un ensemble de bandelettes collantes qu'on place sur tout le corps, recto, verso, hein, dans le but de récolter toute microtrace. On parle d'ADN, de fibres et autres. Et ensuite, bon, ben, voilà, on fait un premier constat externe sur tout l'état du corps. On relève toutes les blessures, toutes les traces qui sont observables sur le corps. La scène de crime est éprouvante pour les policiers présents sur place. Ben, là, c'est toujours en tant qu'enquêteur, on nous confie une mission, une tâche, c'est de pouvoir apporter des éléments qui vont contribuer à la vérité. Plus devant le corps d'un jeune homme là qui semble avoir subi pas mal de coups, de maltraitance, d'actes de torture. Ça rigole pas. C'est très sérieux évidemment, et là on est concentré sur notre tâche et on ne voit pas les heures défiler. Philippe Daigre est d'autant plus touché qu'il a grandi à Wattrelos. C'est un jeune homme de 16 ans. Je ne cache pas que voilà, j'ai cette attache familiale moi avec ce quartier. Je me suis vu enfant dans ce quartier sans avoir connu les familles impliquées. Mais oui, donc évidemment, on ne peut pas être insensible à la mort dans de telles circonstances d'un jeune homme de 16 ans. Les premières constatations se terminent. Le corps de la victime est emmené à l'Institut médico-légal pour y être autopsié. Vendredi 19 mars 2004, jour 2, 32e heure d'enquête. Institut médico-légal de Tournai. En début d'après-midi, le corps de Sullivan est autopsié. Philippe Daigre y assiste. Sa présence est cruciale, car en France, les gardes à vue des suspects se poursuivent. Chaque élément découvert par le légiste pourrait donc bien être déterminant pour la suite. Il y a un délai de garde à vue en France, voilà, qui est limité. Il y a un délai à respecter pour les collègues français, évidemment, et pour que le magistrat instructeur côté français ait des réponses pour pouvoir maintenir cette garde à vue et délivrer un éventuel mandat d'arrêt, il lui faut des éléments concrets. Et évidemment, c'est nous qui pouvions lui offrir ces éléments pour que son instruction se passe au mieux. Le légiste commence par confirmer l'identité de la victime. Il s'agit bien de Sullivan, 16 ans. Donc le visage est tuméfié. Au niveau de la bouche, du nez, il y a un rejet qui s'est fait d'un liquide visiblement corrosif qui est venu atteindre l'épiderme. Et là, bon, on constate surtout aussi au niveau de la bouche que les dents sont venues donc s'imprégner dans les lèvres, ce qui laisse supposer qu'il a pris énormément de coups au niveau de la face. Le premier constat, c'est que c'est absolument épouvantable. À l'arrière du crâne de Sullivan, il y a une incision de 7 cm de long qui a été provoquée par un instrument tranchant. On prélèvera cette plaie pour pouvoir analyser les berges de la plaie. Cette analyse des berges de la plaie permet de déterminer ensuite quel type d'objet a pu être utilisé, quel type de lame éventuellement a pu être utilisé. Le médecin légiste est formel. L'adolescent a subi de nombreux sévices qui l'ont mené lentement vers la mort. Il y a une multitude de causes, c'est multifactoriel. En tous les cas, le corps est couvert de bleu et effectivement, il y a les stigmates d'étranglement intenses. On voit les traces de la fameuse laisse qui a effectivement creusé des sillons particulièrement impressionnants. Donc les conclusions du médecin légiste, c'est de dire que Sullivan n'a pas été tué par les coups qu'il a reçus ou par l'acide qui lui a été glissé de force dans la bouche, mais plutôt par la strangulation. Il est mort d'asphyxie, puisque 2 personnes se sont acharnées sur lui et ont tiré un lien autour de sa gorge. Étant donné les marques qui avaient été constatées, il n'était pas exclu qu'il soit aussi mort, donc suite à un étranglement, une asphyxie, en tout cas au niveau de la gorge.
Alors que l'autopsie se termine, Philippe Daigre est saisi par un sombre détail retrouvé sur le corps de Sullivan. Le jeune homme avait un slip, mais il avait aussi une paire de chaussettes encore. Et sur les chaussettes, elles étaient brodées. Il était marqué « Journée d'exception ». Journée d'exception quand vous connaissez quelles ont été ces dernières heures. Hein. Au même instant, à Roubaix, la mère de Sullivan est prévenue des résultats de l'autopsie. Madame Dutoit a été reçue par nos services et le chef de service pour lui annoncer la découverte macabre de son fils la veille au soir. Donc effectivement avec toutes les attentions qui lui étaient dues à ce moment-là pour annoncer un tel drame. Malgré l'immense choc, la famille de Sullivan décide de se rendre immédiatement en Belgique afin de reconnaître le corps de l'adolescent. La maman était présente et là donc on se charge d'accueillir les parents. Et il faut savoir qu'après l'autopsie, il y a donc un thanatopracteur qui va donc venir faire son travail d'embellissement du corps pour qu'il soit présentable. C'est un enfer pour elle parce que d'abord, elle vient de perdre un mari, elle perd son plus jeune fils, donc tout s'effondre. On a des gens à ce moment-là sans mesure et sans capacité à gérer leur douleur. Il nous remercie pour le travail qui est effectué et voilà, ça fait toujours plaisir quand on permet à une famille de faire son deuil. Et qu'en même temps, il y a des petits gestes, des petits regards, des petits mots qui nous poussent à continuer de travailler comme on le fait, de manière la plus professionnelle possible. Samedi 20 mars 2004, jour 3, 54e heure d'enquête. Au terme de 3 jours d'enquête haletants, les membres de la famille Bormann-Bister sont mis en examen et placés sous mandat de dépôt. En parallèle, dans le quartier de Beaulieu, une marche blanche est organisée par la famille et les amis de la jeune victime. Il y a 1 millier de personnes qui défilent dans le quartier de Beaulieu pour rendre hommage à Sullivan. Brigitte Dutoit, forcément, elle est effondrée. Hein. Elle vient de perdre son enfant. C'est une famille, c'est une mère qui réclame justice. Il y avait quand même beaucoup de tensions dans le quartier les jours suivant le drame. La police surveillait le quartier comme le lait sur le feu, craignait des incidents. La famille réclamait justice et a appelé à l'apaisement. Le meurtre de cet adolescent, victime expiatoire d'une haine entre 2 familles, hante les mémoires de tous ceux qui ont travaillé sur l'affaire. Même si effectivement on a pu avoir d'autres meurtres qui sont toujours le plus sordides les uns que les autres, celui-là a marqué par rapport aussi à l'engagement de tout le service, de tout le commissariat dans les recherches de Sullivan qui ont vraiment impliqué tout le monde. Donc effectivement assez marquant pour que 19 ans après on s'en souvienne, on en parle encore comme si c'était hier. Donc ça reste encore frais dans les esprits. C'est quand même une affaire assez marquante parce qu'effectivement, la façon que cette famille a eu de passer à l'acte sans aucune mesure, une telle explosion de rancœur sur ce gamin est quelque chose qui reste relativement troublant. Qui sert de leçon aussi, qui fait réfléchir. Donc oui, c'est une affaire dont on se souvient. Là, on est sur des faits qui s'étalent dans la durée, avec plusieurs protagonistes, et personne ne prend la mesure de ce qui est en train de se dérouler. Cet engrenage, il aurait pu être arrêté à un moment donné, et c'est ça qui pose question, qui interpelle, qui en fait un dossier un peu particulier, je crois. C'est une affaire où des gens comme vous et moi sont capables de passer de l'autre côté du miroir et de ne jamais voir pendant des heures et des heures et des heures jusqu'où elles vont et qu'elles ne s'arrêtent jamais. C'est-à-dire que nous sommes effectivement êtres humains capables de tuer notre voisin, de tuer notre semblable, de tuer notre client, de tuer un enfant froidement. Il a, je pense, été le paratonnerre un peu de toute cette rivalité entre 2 clans. 2 clans qui s'opposaient, qui en sont arrivés à d'extrêmes violences
Sullivan a été malheureusement, je pense, le paratonnerre pour ce qui les opposait, ces deux familles. Et évidemment, ça a été beaucoup trop loin. En avril 2007, Françoise Bormann et son gendre, Frédéric Bister, ont été condamnés par la cour d'assises de Douai à 22 et 20 ans de réclusion criminelle pour l'enlèvement et la séquestration suivie de la mort de Sullivan. Accusée des mêmes chefs, Marjorie Bister, l'épouse de Frédéric Bister, a été condamnée à 18 ans de réclusion. Alexandre Bister a écopé de 8 ans de prison. Tous ont purgé leur peine et ont été libérés depuis.